Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir. L'amour que nous avons pour notre patrie fait que nous la protégeons, ainsi que ce qui se trouve, au lieu de la vendre au premier venu pour faire bonne impression. Ces mots ne sont pas de nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. C'est un aviateur, un officier supérieur, un expert en communication, un géostratège qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir sur le plateau d'À vous la parole. Colonel Didier Badjek, bonsoir. Bonsoir, M. Stéphane Barga. Bienvenue sur le plateau d'À vous la parole. Merci, tout le plaisir pour moi d'ailleurs. Avec vous, cher colonel, nous allons bien évidemment revenir sur votre parcours, votre formation. Nous allons interroger l'actualité qui est la vôtre. Nous allons aussi questionner vos prises de parole publiques. Vous réagissez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et interroger aussi les différentes attaques dont notre pays, le Cameroun, fait l'objet. C'est un programme qui vous convient, mon colonel? Tout à fait. Tant que ça reste dans le cadre de ma réserve, je pense que faire une analyse aujourd'hui ou bien être patriote n'est pas une mauvaise chose et ce n'est pas un péché. Rassurez-vous, mon colonel, vous êtes à la bonne enseigne pour pouvoir analyser patriotiquement les thématiques. Mon colonel, pour permettre à ceux qui nous font l'honneur et l'amitié de nous suivre ce soir, nous allons aller à la rencontre de l'homme Didier Badjek, ceci sous le prisme du portrait qui ce soir encore est une signature majeure de Francine Atiba. Honneur et fidélité, ainsi pourrait s'intituler ce tableau, fresque dont la vedette porte un nom, une signature, un visage, longtemps assimilé à celui des armées camerounaises. Didier, à l'état civil Badjek, aviateur de formation, spécialiste en communication, colonel à la fin de sa carrière, mais surtout soldat au service de son pays, récemment mis en seconde section. C'est un homme au port altier que nous retrouvons au tennis club de Yaoundé durant sa partie de tennis quotidienne. Mais d'emblée, avant les premières foulées, la sentinelle protectrice de son pays ne manque pas de s'exprimer au sujet de la flamme soigneusement entretenue qu'il porte à sa nation. En réalité, je reste une sentinelle de l'État, de la République, de la nation, de la patrie. Parce que je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de retraite à prendre. Les gens s'étonnent, moi je n'ai pas besoin de demander l'autorisation au chef de l'État ou bien au ministre délégué à la présidence et de la défense pour défendre mon pays parce que le concept de défense au Cameroun est un concept de défense populaire. Honnêtement, qui s'attaque au Cameroun, comme vous, comme moi, comme monsieur, eh bien s'attaque à nous parce que nous devons être capables de défendre les intérêts de notre pays, le territoire de notre pays. Et c'est ce qui participe effectivement de cette foi immense que nous avons à la défense vers la patrie. Le patriotisme, je pense que c'est une culture qui devrait être inculquée dès que l'on est et un sentiment d'appartenance à quelque chose. Un homme de guerre, officier supérieur, qui aura toute sa carrière durant œuvré pour le maintien en forme et l'entretien physique des troupes. C'est donc pas une surprise de l'entendre nous révéler sa relation particulière avec le sport, tous les sports, mais avec et toujours un brin d'affection pour le sport de Roger Federer qu'il pratique tous les jours de sa vie. Oh, j'ai fait du judo, du très bon judo, de compétition d'ailleurs. J'ai combattu dans le judo club à Loupa quand j'étais en France en formation. Après ça, j'ai fait du volleyball. C'est-à-dire au jeu aussi, j'étais régulièrement dans des équipes de judo, équipes de volleyball. Après ça, quand je suis allé en France, eh bien,
j'ai joué au tennis, j'ai commencé à jouer au tennis, là j'avais 21 ans. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes aptitudes, hein, c'est-à-dire volleyball, tous les sports de main. Et qu'on a déjà une bonne vision, une bonne répartition du jeu, une bonne tactique en volleyball, on peut appliquer très très facilement au niveau du tennis. Hein. J'ai fait aussi du tennis de table, je fais du basket, j'ai fait du handball. Bon, mais c'est quand même, j'ai percé dans 3 sports particuliers, hein, c'est-à-dire de judo, de volleyball et de tennis maintenant. Bien, je suis revenu, ouais, on a peut-être l'impression que c'est une discipline de sédentaire ou alors une discipline d'élite. Non, je ne pense pas. Ici, justement, c'est un club de tennis où on essaye de faire jouer tout le monde. Il y a même des enfants démunis qu'on sponsorise et avec lesquels on joue. On les intègre. C'est toujours mieux, n'est-ce pas, de faire quelque chose, de ramasser les balles, de jouer, de faire des petits jobs comme ça plutôt que d'aller dans la rue et faire des braquages. Mais l'ancien porte-parole du ministère de la Défense conserve un œil vif et l'esprit lucide sur la situation de son pays, notamment les diverses attaques dont il fait l'objet sur les réseaux sociaux. Il préconise même la mise sur pied d'une structure de veille cybernétique dans l'objectif de pallier toute attaque des ennemis de la République. Nous n'avons pas fait les débats dans les réseaux sociaux, n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui gère à peu près 83% du flux de l'information, n'est-ce pas? Au détriment d'ailleurs des médias traditionnels qui ont reculé. Et à partir de ce moment, sur les 83%, on peut disséquer facilement 40% d'infox et le reste de la gestion de l'information vraie. Et il faudrait que cette jeunesse se cultive aujourd'hui à autre chose que de la haine. Hein, qui est charrié par ces vendeurs d'illusions et ces contempteurs. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que... Moi, ça m'ulcère, n'est-ce pas, de voir que les organisations n'arrivent pas à comprendre cet enjeu aujourd'hui, qui est un enjeu actuel. Homme de tous les milieux, combattant acharné, son amour affirmé pour son pays ne lui aura pas valu que des félicitations. Certaines attaques issues des réseaux sociaux proclamaient la vacuité de la formation de ce titulaire d'un master en relations internationales obtenu à la prestigieuse IRIS de Paris et le caractère souvent creux de son discours. Et c'est un colonel Didier Badjek, visiblement gêné, qui nous présente humblement et sous notre insistance la partie mineure de son impressionnant parcours académique. Car il est ainsi Didier Badjek, officier supérieur, mais toujours proche des moins nantis et des nécessiteux. C'est donc un officier supérieur, fidèle aux institutions de la République et croyant en Cameroun, pôle d'excellence et de performance, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir sur les plateaux d'À vous la parole. À vos On connaît une fresque de vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images? Bon, vous avez... je ne sais pas, je ne peux pas me peindre moi-même. Je crois qu'on a discuté et que vous avez tiré la quintessence de notre discussion. C'est comme ça que vous me voyez. C'est très difficile de pouvoir se voir soi-même. Mais je dis que ce qu'on est, on l'est pour la société et on devrait garder des objectifs totalement altruistes. On ne peut pas, en réalité, être ce qu'on est pour soi-même. Il faut être capable de pouvoir partager, il faut être capable de pouvoir aider son pays, participer, chacun à sa manière. C'est Plaute qui disait si tu veux faire quelque chose, fais-le. Et vous savez également ce que Luther a dit à propos du balayeur, que si vous avez à balayer une surface, il faut la balayer de telle manière à ce que lorsque le patron arrive et constate comment est-ce que vous avez balayé, eh bien ils disent que ça c'est un vrai balayeur. Donc chacun, il y a une telle complémentarité de compétences, de culture et de tout ce qui lie, n'est-ce pas, l'environnement, ce qui fait que je pense qu'on ne devrait pas se prendre au sérieux, mais on devrait essayer de voir ce qu'on peut apporter à l'autre. Et il y a également, toujours pour parler de cet altruisme, celui qui disait qu'avant d'attendre tout de l'État, il faudrait qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour l'État. Donc, colonel, le grand public qui nous regarde certainement ne connaît que Didier Badjek, l'officier supérieur. Nous allons leur permettre d'en savoir
un tout petit peu plus sur vous, notamment sur votre enfance, en commençant tout simplement par votre parcours. Vous êtes né où? Et je suis né à Douala le 5 avril 1961. Je suis un officier supérieur à la retraite, colonel à la retraite. Avant d'y arriver, mon colonel, vous êtes né à Douala en 61. Vous avez fréquenté quelle école? Ah, les souvenirs sont assez lointains. Je veux déjà vous dire que j'ai passé ma plus tendre enfance au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Makabana, Dolizy, Mbinda, Mosenjo. Parce que mon père travaillait à la compagnie minière de Logoué. Je me souviens très bien que nous sommes rentrés ici au Cameroun en 1972. Pourquoi est-ce que je m'en souviens? Parce que c'était la 8e Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organisait. J'étais déjà très accro au sport. Et je me souviens de ce jour où on a été éliminé par le Congo. C'était une soirée noire. Et puis dans notre compréhension d'enfant, on se disait toujours qu'il y avait peut-être une chance d'arriver en finale. Et voilà, après ça, j'ai fait mon cours moyen 2 à l'école de la retraite. À Yaoundé? À Yaoundé, oui. J'ai passé ainsi le concours d'entrée au lycée Général Leclerc. C'était un grand lycée, je pense que c'est toujours un grand lycée, où j'ai passé tout le secondaire. Ensuite, je suis allé à l'université, j'ai fait 2 ans avant de faire le concours de l'air de salon. Que j'ai réussi d'ailleurs en 1984. Et c'est justement au titre de cette réussite que je vais en stage à l'Institut Amaury de Lagrange en France, oui, qui est l'école de formation de Air France. J'obtiens ce qu'il fallait obtenir, c'est-à-dire qu'on fait un stage AB initio de pilotage. Et je sors breveté avec un pilote professionnel, qualification de vol aux instruments, vol asymétrique comme on dit. Et par la suite, je fais un 2e degré de pilote transport à Avor. Je rentre en 1989 au Cameroun et je dois intégrer maintenant l'école militaire interarmes parce que j'avais terminé ma formation technique, ma formation professionnelle. Il fallait que je fasse la formation de l'officier. Et je rentre dans la promotion ouverture à la démocratie. Nous rentrons en 1990 et nous sortons en 1993. On peut peut-être évoquer certains de vos camarades de formation. Ils sont nombreux. On a un général dans notre promotion, le général Bitoté. On avait plusieurs sections. Dans ma section, il y a plusieurs colonels. Je ne sais pas si c'est utile de les nommer ici. Je sais que c'était une très très bonne promotion de toutes les manières et que c'était des braves gens. Ce sont des braves gens toujours. Malheureusement, il y en a qui nous ont quittés. Et j'ai comme ça encore dans la mémoire le dernier qui nous a quitté le colonel Yebo, qui est mort récemment. C'est une mort qui m'a énormément bouleversé. C'était un camarade qui était de ma section, la première section, gendarme, très bon officier. Malheureusement, la mort ne frappe que les meilleurs. Et vraiment, je voudrais avoir une pensée émue pour cet officier qui est parti. C'était vraiment l'homme qui était à l'opposé de plusieurs, c'est-à-dire qu'il était d'une neutralité et d'une très grande amitié. C'était toujours le bon conseil. Bon, il est parti. De toutes les façons, dès que vous naissez, il est certain que vous mourrez. Vous achevez votre formation à l'EMIA en 1993, vous l'avez rappelé, et ainsi s'ouvre votre carrière de militaire. Oui, je suis affecté à l'état-major de l'armée de l'air directement, parce que j'avais fait mon stage spécifique air à l'armée de l'air, et j'avais déjà des chefs militaires qui avaient remarqué ma disponibilité. C'est comme ça que je vais effectivement à l'état-major au lieu d'aller comme il se fallait à la base aérienne, parce qu'il fallait que je sois opérationnel. Et je fais mes qualifications d'abord sur avion d'armes, sur Piper, sur Buffalo, et par la suite je fais également une transformation sur C-130. J'ai eu un côté vol et puis un côté administratif qui peut-être a un peu plus pesé, mais sinon je ne regrette pas. À un moment donné, je me suis lancé comme ça
en autodidacte dans la communication, à la faveur des textes de 2001. Il fallait des officiers communicateurs, c'est comme ça que j'arrive dans la communication, mais je me rends compte tout de suite que, nonobstant le fait que je pouvais avoir des dispositions, qu'il fallait compléter tout cela par une formation. Et j'avais également un attrait particulier pour tout ce qui était qui concernait la stratégie, la géopolitique, et tout le reste. Donc j'ai commencé en fait un cursus académique assez sérieux. C'est comme ça que je suis entré également à l'IRIS. J'ai fait un master en communication, j'ai fait un master en management public, j'ai fait un master en relations internationales et stratégie à l'IRIS de Paris. Et puis après ça, j'ai aimé quoi. J'ai continué là. En ce moment, je suis doctorant et puis. Colonel, voilà. Est-ce que vous n'avez pas, avec le recul, parce qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette carrière administrative ne vous aura pas desservi? Non, non, je pense pas. Je pense en réalité que. Beaucoup voient vous un militaire qui n'a pas beaucoup fait de terrain. À ça, je pense qu'il se trompe. Hein. Les 8 années que j'ai passées à la communication, c'était vraiment le terrain. On a failli passer plusieurs fois. Bon, le terrain, c'est quoi en fait? Vous savez, tout le monde ne peut d'ailleurs pas être sur le terrain. Et si tout le monde était sur le terrain, il n'y aurait pas de stratège. En réalité, même à l'état-major de l'armée de l'air, je m'occupais déjà de certaines opérations en tant qu'officier, jeune officier. Je me souviens des campagnes sur le Bakassi par exemple et tout. Bon bref, je pense pas que... Non, j'ai eu une bonne carrière sur le plan opérationnel, avec quelques risques même au niveau de l'aviation. Je peux citer comme ça quelques événements que nous avons. Je me souviens, on rentrait d'un convoyage avec des pipers. Il faisait très très mauvais et puis on a eu un déverrouillage de la porte. Moi j'étais à droite, j'avais un aîné qui était à ma gauche, le colonel Sambo, et nous avons dû rentrer comme ça dans ces conditions-là. C'était assez délicat. Il y a eu plusieurs fois pris dans les cumulonimbus. C'est pas agréable du tout. Non, on a eu notre vie. Hein. Je suis même très heureux que j'ai eu un côté opérationnel, j'ai eu un côté administratif, j'ai eu un côté où j'ai quand même pesé de mon poids dans la stratégie de communication de ce pays, ce qui n'est pas insignifiant. Donc, colonel, nous sommes malheureusement frappés au Cameroun et ainsi que le monde entier par une pandémie. Une petite virgule sur cette pandémie-là. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et le stratège, le communicant que vous êtes, comment appréciez-vous la communication qui est faite autour par l'État du Cameroun? Bon, déjà, je ne vais pas me permettre de juger ou d'analyser la communication qui est faite. Je pourrais peut-être dire ce que moi j'aurais fait si jamais il m'avait été donné de gérer cette communication. Je pense que la communication doit être globale. Et en réalité, lorsqu'on fait une communication, il faudrait déjà être capable de monter une stratégie de communication. Dans cette stratégie de communication, il faudrait comprendre que la démarche est tout à fait transversale. Il faut savoir qui intégrer et savoir repérer très rapidement quels sont les acteurs cibles et quel est le public cible. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche est d'analyser la problématique, savoir de quoi il s'agit, savoir maîtriser les différents centres de gravité et savoir ce que dans ma communication, quel effet final recherché je vais essayer d'obtenir. À partir de ce moment, la communication stratégique va être globale. Il ne faudrait pas que ce soit une cacophonie de toutes les manières et que par la suite, nous aurions par exemple pour le cas d'espèce à intégrer d'abord les médecins, qui sont les acteurs cibles, les acteurs de premier plan, les médecins. Parce qu'il n'y a pas mieux pour communiquer en ce moment, parce que c'est eux qui ont la vie en réalité des personnes, et c'est eux qui peuvent faire non seulement de la prévision, de la prévention, et c'est également eux qui peuvent poser des actes de nature à montrer aux personnes que la situation peut être grave, mais qu'elle peut être améliorée. Mais tout cela doit être maîtrisé. Par la suite, je pense qu'il faudrait aussi avoir les avis d'autres disciplines.
tels que les anthropologues, les sociologues, les économistes, les politistes. Pour une plus grande association. Non, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une communication stratégique, ou alors lorsqu'on devrait mener une stratégie, vous ne pouvez pas avoir la prétention, vous stratégiste, de gérer toute la problématique. Non, vous devez avoir des solutions qui sont transversales et que vous regroupiez pour aider à la décision. C'est de cela qu'il s'agit. Personne n'a la science infuse, mais il faudrait être capable de savoir déterminer, n'est-ce pas, la problématique. Et à partir des analyses que vous faites, dès que vous avez déjà conçu votre stratégie de communication, maintenant, elle devient progressive, c'est-à-dire qu'il y a des ordres en cours d'action. Vous devez mettre un service, je pense que c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs, un service de veille, un monitoring pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pense. C'est quoi la communication en réalité? La communication, c'est en fait cette relation qui existe entre un émetteur et un récepteur. Il peut y avoir un émetteur et plusieurs récepteurs. C'est cela, et c'est ce qui caractérise l'audimat pour nous les médias. Mais cet audimat n'est pas nécessairement un audimat qui est positif. Il faut savoir analyser la qualité de la cible. Vous estimez par exemple aujourd'hui que l'audimat recherché n'est pas souhaité? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait d'abord questionner cet audimat. Il faudrait questionner les moyens que l'on utilise pour les atteindre, parce que je ne suis pas sûr que par les médias, seulement les médias traditionnels, ont réussi à tous les atteindre. J'ai dit tout à l'heure dans un petit reportage qu'il y avait que en réalité, aujourd'hui, à peu près à 82%, le flux de l'information est géré par la communication digitale, l'information digitale. Et justement, dans ces 82%, vous avez une partie qui est constituée de fake news, et c'est ça le danger. Et je suis très amusé aujourd'hui lorsque les gens prétendent qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans les réseaux sociaux. Non, au contraire, il faudrait que les administrations rentrent avec une charte particulière dans les réseaux sociaux en gardant leur déontologie de la communication institutionnelle, mais il faudrait qu'ils soient présents, être capables d'utiliser des supports tels que Twitter. Déjà, ça se fait. Vous savez que ça se fait par certains hommes, grandes personnalités de ce pays, et que être capable de pouvoir agir. Je ne vous apprends rien, c'est le chef de l'État qui disait, je pense à l'occasion d'une fête de la jeunesse, il demandait aux jeunes de ne pas être seulement des simples followers. Passifs, c'est-à-dire qu'on regarde, on passe. Parce que lorsque vous avez ce 82%, et que tant il est vrai que nous avons à peu près 60% de fake news, et que dans cette masse, vous avez les crédules, vous avez la jeunesse, vous avez des gens qui sont très vulnérables, parce qu'ils attendent, ils cherchent un emploi, ils sont défavorisés de par leur situation, mais ils sont influençables. Alors, me dire aujourd'hui que le débat ne se situe pas dans les réseaux sociaux, je pense que c'est de ne pas être capable de faire la bonne politique. Pour revenir précisément au cas lié au Covid-19, vous estimez, vous, le communicant, que la grille des réseaux sociaux n'a pas été assez exploitée? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, je vous parle d'une méthodologie que moi, j'aurais utilisée. Et je vous ai dit que je ne me permettais pas de critiquer ce qui est fait. C'est-à-dire que chaque communication se vaut. En réalité, vous savez qu'il y a deux possibilités de faire une communication. Soit vous la donnez au communicant, soit le manager peut décider de faire sa communication. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mener une stratégie pour faire paraître l'image sous un meilleur jour. C'est ça le principe de la communication, c'est améliorer l'image de marque, n'est-ce pas, de son organisation, de sa corporation. Et maintenant, il y a plusieurs moyens. Si le manager estime que par les stratégies qu'il va mener, il n'a pas besoin de ce que vous devez faire, mais ce serait un tort, il faut toujours interpeller les personnes qui sont faites pour cela. À partir de ce moment-là, eh bien, il a atteint ses objectifs, c'est-à-dire améliorer l'image. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans une communication, il y a deux paliers. Il y a cette communication qui est extérieure, il y a une communication interne que l'on oublie. Vous allez par exemple faire une communication pour la santé publique aujourd'hui. Si vous ne communiquez pas à l'endroit des médecins, des infirmiers, des techniciens de laboratoire et tout le reste, et qu'ils sont solidaires de votre projet, eh bien vous pouvez être sûr que votre communication pourra peut-être avoir de l'audience dehors, mais la destruction de celle-ci viendra déjà de l'interne.
Donc, il faudrait déjà être solidifié dans sa corporation. C'est pour ça qu'il y a une nécessité impérieuse de pouvoir tenir compte de l'appropriation de votre effet final, n'est-ce pas, de votre idée maîtresse au niveau de la corporation elle-même. Donc, ce que je voudrais dire en réalité, c'est que moi, dans ma perception d'une stratégie de communication, c'est qu'elle est globale et qu'elle devrait intégrer même par paliers successifs ou alors sur le plan horizontal, un certain nombre de disciplines qui soient capables de pouvoir intervenir, apporter leur avis pour qu'on sorte quelque chose. Mais quand on sort une stratégie de communication, en réalité, ce n'est qu'une phrase. Lorsque vous sortez des éléments stratégiques, parce que vous êtes le conseiller d'une autorité politique, d'une autorité d'un manager et tout, c'est une aide à la décision. Il n'a pas le temps de chercher comme vous. Vous devez chercher des éléments de l'environnement pour savoir comment est-ce qu'est vérifiée, est conçue, est comprise, n'est-ce pas, l'organisation. Et vous faites ces éléments qui sont des éléments critiques, qui sont des éléments matériels. Vous faites des rapports et vous intégrez dans la démarche, n'est-ce pas, intellectuelle, vous intégrez ces autres disciplines pour qu'elles aient quelque chose à dire. Je vais vous donner par exemple l'exemple aujourd'hui du Covid-19 qui peut avoir un impact sociopolitique et économique. Des impacts sérieux. C'est justement cette question que je m'apprêtais à vous poser. Est-ce que vous, au regard de la réaction du public cible, vous avez l'impression que ce public comprend les enjeux qui lui sont présentés? La campagne qui a été faite prescrivait un certain nombre d'attitudes. Port du masque obligatoire, moins de surcharge dans les véhicules de transport en commun, se laver les mains, l'obligation d'un gel, pour les espaces publics. Est-ce que vous avez l'impression que le public cible s'est approprié cette campagne de communication? Moi, je pense que la population en général est une population qui est indisciplinée. Ce n'est de secret pour personne. Vous allez en ville aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Vous allez vous rendre compte que dans un calcul approximatif, vous comptez 10 personnes, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a que 2. Il y a 3 ou 4 qui ont leur masque, mais il n'y a qu'une seule personne qui... Vous multipliez par 10, vous avez déjà un pourcentage en centaines. Et par 1000, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait des projections, généralement. Mais c'est un peu le phénotype de la société, de notre société. Vous savez, on est une société qui est je veux dire, très active. Et est-ce que elle est attentive à ce genre de communication? Moi, je pense qu'il faut encore insister parce que si jamais quelque chose n'est pas fait, on aura des résultats qui vont en réalité compromettre tous les efforts qui ont été consentis jusqu'à présent. Et pour en finir, mon colonel, le stratège et l'expert en communication que vous êtes conseillerait quoi aux décideurs? Peut-être un durcissement encore de ces mesures-là? Non, ce qu'il faudrait faire d'abord, vous savez, dans ce genre de cas, il faudrait des mesures scientifiques. Il faudrait essayer de voir si la communication a pénétré. Quels sont les moyens qu'on a utilisés? Réévaluer la campagne. Réévaluer cette communication, voir ce qui marche, voir quelle est la pénétration de certaines communications médias, communications hors médias, savoir quelle est la perception, et ça c'est ça se fait par des enquêtes, hein, ça s'obtient, ce sont des maîtrises, ce sont des mesures scientifiques que l'on obtient par les enquêtes. On pourrait avoir, par exemple, je vous donne comme ça un échiquier de 100 personnes à qui on pose des questions, et on pourrait voir donc quel est l'impact de cette communication sur leur compréhension de la maladie. Et si on voit effectivement par la suite que ils n'ont pas été touchés par les moyens qu'on a utilisés, eh bien, on peut se tromper. Ça veut dire qu'il faudrait changer de stratégie et utiliser autre chose. Il y a beaucoup de... Dès que vous avez les éléments de langage, dès que vous avez une bonne analyse, après les supports de communication, ça devrait être assez simple.
Et aussi, les moyens, il faut essayer de rendre la chose beaucoup plus consommable. Par exemple, au niveau de la population, on peut faire des bandes dessinées, on peut faire des clips, on peut faire un acteur, je ne sais pas moi, concret. On essaye de voir quelqu'un qui combat cette pandémie, qui donne des conseils, qui devient célèbre déjà dans l'imaginaire populaire. Il y a beaucoup de choses, ça c'est des créations qu'il faudrait faire. Mais le problème au départ, c'est de bien ficeler sa communication stratégique au niveau global. Colonel, merci pour cette virgule liée à la pandémie du Covid-19. Nous avons été rejoints par notre collègue Nadège Yougeng. C'est pour la rubrique liée aux questions des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Bienvenue. Merci. Je vous laisse en compagnie du colonel Didier Badjek. Bonsoir colonel Didier Badjek. Bonsoir. Bienvenue chez nous, chez vous. Je vous remercie. Comment vous allez, vos soirées? Elle a été? Oui, une bonne journée bien remplie. J'ai fait mon sport ce matin, j'ai fait un tour au village et puis maintenant je suis sur le plateau. Comment est-ce que vous gérez déjà votre retraite, mon colonel? Bien, je crois qu'elle est très active, hein, parce que entre le sport qui est en réalité une pratique quotidienne, certaines activités agro-pastorales que je suis, quelques dossiers dans mon cabinet d'expertise, également quelques recherches sur le plan des sciences politiques. Je pense que j'ai des journées bien remplies. Et attention, j'ai également ma famille. Je m'occupe d'elle de manière beaucoup plus attentive en ce moment. Je suis content de découvrir ce que j'avais sous moi sans le savoir, parce que j'étais en réalité pris par le travail, par des rentrées tardives. J'ai pu connaître enfin mes enfants. Je dois avouer qu'il y en avait que je ne connaissais pas très bien, mais qu'aujourd'hui je passe un peu plus de temps avec ma femme et mes enfants. C'est intéressant. D'accord. Mon colonel, dans cette rubrique, il sera question pour vous de répondre par oui ou non aux questions fermées des internautes. Et puis la dernière question, elle est ouverte. Vous allez mieux vous étendre. D'accord. Le principe, ça va? Ça va, je comprends souvent vite. Pour ou contre la double nationalité? Je respecte les institutions. Est-il nécessaire de déformer les faits pour préserver l'image de son pays, mon colonel? Question difficile. Oui et non. C'est-à-dire? Ben écoutez, je risque de m'étendre. Moi, je suis un communicateur. Vous n'allez pas m'arrêter. Écoutez, la problématique du mensonge dans Jean-Paul Sartre, les mains sales. Je mentirai quand il faudra et je ne méprise personne, car le mensonge, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il est né dans une société divisée en classes. Le mensonge est un instrument de pouvoir. D'accord. L'observation attentive livre une impression d'existence de conflits entre les corps. Mon colonel, l'armée camerounaise est-elle divisée? Non. Ok. Attendez-vous une quelconque nomination du chef de l'État? Non. Et si jamais elle vient, je vais la prendre à demain. Non. Vrai ou faux, les élèves soldats et même les femmes dans ce corps subissent souvent des pressions indécente de l'armée? Eh bien, ça participe du creuset de la formation. Vrai ou faux? Je ne peux pas répondre. Vous savez, c'est des questions auxquelles on ne peut pas être péremptoire, oui ou non. Non, moi qui vous parle devant, je suis officier, mais ma formation a été extrêmement difficile. C'est un choix. Ou vous acceptez cette formation, ou vous ne l'acceptez pas. D'accord. Voilà. En votre qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air, est-il possible à la retraite, est-il possible pour vous d'envisager de travailler comme pilote d'une compagnie aérienne privée? Non. Non. C'est possible, mais ça ne m'intéresse pas. D'accord. Auriez-vous souhaité être porté à la dignité de général quand vous étiez en convention? Ça ne dépend pas de moi. D'accord. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest peut-elle connaître une fin sous ce régime? C'est souhaité. Et puis pour sortir avec cette question ouverte, s'il vous arrivait d'être rappelé aux affaires dans le métier des armes notamment, que changeriez-vous prioritairement? L'officier ne change rien. Il reçoit des ordres, il les exécute
et il essaye de les exécuter selon la lettre de la mission. Les ordres se donnent au niveau hiérarchique que vous occupez, et ce que vous avez à faire, c'est de servir avec loyauté, engagement, et de mettre tout votre savoir-faire pour réaliser la mission et pour l'accomplir, et que les résultats soient positifs. Ainsi, un chef militaire a une idée maîtresse qu'il doit poursuivre, et il faudrait savoir dans quel compartiment il intervient, quel est son niveau stratégique, opératif ou tactique. Merci, colonel, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci, Nadège, et certainement à vendredi. À vendredi. Alors, mon colonel, pour essayer de bien situer la hauteur des échanges qui seront les nôtres aujourd'hui, nous allons commencer par l'achèvement de votre carrière, puisque nous avons retracé le parcours. Vous êtes allé à la retraite, si nos souvenirs sont exacts, le 6 avril 2019. C'est exact. Pourquoi n'avez-vous pas été prolongé? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. La tendance ces derniers temps, c'est qu'on ne proroge pas, les officiers ne bénéficient pas de prolongation. Ce n'est pas moi qui prolonge. C'est discrétionnaire. Mais la presse a fait écho de certaines prolongations. Vos promotionnaires sur ce chemin de la retraite sont revenus sur d'autres postes. Est-ce que vous l'avez vécu comme une sanction? Non. Vous êtes allé à la retraite jeune, mon colonel. Je suis jeune, ouais, peut-être. Ben, écoutez, il faut savoir être toujours positif. Hein? Et puis, lorsque on est soldat, on est discipliné et on n'a pas à réfléchir des décisions qui nous concernent et qui concernent le commandement. Vous comprenez? C'est une culture de tout officier. Qu'est-ce que les textes disent? À 58 ans, je dois partir. Si jamais on a besoin de moi, on me garde. Si on n'a plus besoin, je suis libéré. Et ce qu'il faudrait faire, c'est savoir dire comment est-ce qu'on est intégré par la suite, comment on s'intègre à la vie active, qu'est-ce qu'on peut apporter encore à son pays, comment continuer surtout à être loyal, à être un combattant, à être un patriote pour la République. C'est ça qui est important. Moi, c'est qui... écoutez, je suis étonné même que vous posiez ce genre de questions. Ce qui est important maintenant, c'est qui est M. Badjek Didier, colonel à la retraite. Qu'est-ce qu'il fait pour son pays? Il emploie des hommes et des femmes dans les petites structures qu'il a pu créer. Il réussit par ses activités agro-pastorales à nourrir une partie, même si elle est infime, de Camerounais. Il fait de la stratégie, il continue ses études. C'est ça qui est important. Colonel, certaines indiscrétions font état que vous avez été une victime de certains réseaux dans l'armée qui voyaient en vous un genou aux dents très longues. Je ne commande pas les ragots. Vous savez, non, c'est pas mon style. Hein. Je pense que nous gagnerions à quitter même ce genre non, écartons-nous de cela parce que ça ne va pas nous avancer. Vous connaissez mes positions. Ce sont les positions d'un officier à la retraite, bien quittant la retraite, discipliné et qui respecte les ordres du commandement. Les gens vont dire, les gens vont raconter, est-ce qu'ils ont la vérité? Non, je pense que il faudrait que on essaye de regarder ce qui est plus intéressant aujourd'hui, le concret, la vie qui continue, la vie qui est belle à vivre, fuir l'oisivité, c'est ça qui est le problème. Moi, c'est le conseil que je donnerais peut-être à mes cadets qui vont me suivre dans cette expérience, c'est de pouvoir faire quelque chose. Vous m'avez vu ce matin, j'étais très heureux dans mes cours de tennis. Tout à l'heure, j'ai fait un tour dans mon village, j'étais très heureux de rendre visite à mes bêtes. Et vous voyez, c'est ça qui est important. Voilà. Et en ce moment, à tout moment, si le clairon sonne et que je suis rappelé, je suis prêt. Et en passant, vous provoquez le Cameroun, vous me trouvez. Et ça, c'est la défense populaire. Je n'ai pas besoin, comme je le disais, d'avoir une autorisation pour dire celui qui provoque le Cameroun, eh bien, il mourra en face, en grandeur nature, et on se donnera les coups
sans esquive. Donc, colonel, pour essayer d'avancer dans le cap, l'armée du Cameroun, l'armée camerounaise a connu quelques soucis récents avec ce qu'on a qualifié de bavure d'un garbu. Il y a eu une communication, le ministre de la Défense a communiqué, le SGPR ensuite a communiqué aussi pour établir la vérité du rapport. Donc, colonel, en cas de bavure de l'armée sur le terrain, l'officier que vous êtes, vous allez certainement nous répondre, qui assume la responsabilité? Est-ce le président, selon l'article 8 de la Constitution? Est-ce le ministre? Est-ce le soldat sur le terrain? Bon, je dois déjà vous dire, Monsieur Stéphane Barga, que j'ai un devoir de réserve, que je dois continuer à maintenir, à préserver, et que sur cette question, à partir du moment où il y a des hommes politiques qui sont prononcés, je n'ai aucun avis à donner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que cette focalisation sur des exactions qui peuvent arriver sur un terrain opérationnel, sur les bavures. Les bavures, qu'est-ce qu'on appelle les bavures? Les Américains ont une sémantique bien appropriée. On parle de perte, de dégâts collatéraux. Ça dépend de quel côté. On ne peut pas avoir une appellation en Occident qui diffère de celle des tropiques. Des bavures existent tant que vous aurez des opérations qui vont se multiplier sur le terrain. Voyez-vous, qui vont se multiplier sur le terrain, eh bien, il y aura toujours des bavures. Maintenant, on questionne la responsabilité des hommes. Et je ne pense pas, à ma connaissance, que l'armée camerounaise aujourd'hui dédouane des actes qui sont irresponsables. Et le commandement a toujours eu une main lourde lorsqu'il s'est agi, n'est-ce pas, de sanctionner des écarts de comportement, des comportements déviants pour amener la discipline, parce que la discipline, c'est la force principale des armées. Mais moi, je ne comprends pas quelle est cette osmose ou quelle est cette sympathie que les gens ont subitement pour l'armée camerounaise à relever des cas qui sont très rares au détriment des cas qui sont nombreux de victoires et de sauvegardes, n'est-ce pas, de la défense nationale. C'est justement parce que cette armée est décrite comme assez professionnelle que les cas de manquement font tâche. Je ne pense pas que aujourd'hui, ça c'est le travail du chef de division de la communication. Je ne vais pas revenir comme chef de division de la communication. Exactement. Et il ne faudrait pas que j'occulte ce qu'il a à faire. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tant qu'il y aura des théâtres d'opération, il y aura des bavures de temps en temps, des dommages collatéraux. Il faut savoir tirer un enseignement de ceci. S'il relève d'un dysfonctionnement, n'est-ce pas, de comportement, on devrait ramener la discipline à ce niveau. Si jamais il relève, il peut arriver que ce soit un dysfonctionnement, fonctionnement de matériel ou autre chose, ou voilà, ça peut arriver sur un terrain. Eh bien, on tire des conclusions. Moi, je vais vous parler d'un domaine que je connais très bien, qui est le domaine de l'aviation. Allez-y. Alors, lorsqu'il y a un accident, eh bien, les médias s'empressent à demander est-ce que c'est un accident qui est dû à une erreur humaine ou alors autre chose. Non, ce n'est pas la question. La question est de savoir identifier quelles sont les causes probables d'un accident pour que demain, dans cet environnement qui est assez difficile, qu'on puisse prévenir de telles causes que si jamais elles s'accumulent, puissent également converger vers un accident. Il y a deux paramètres qu'on ne connaît pas dans un accident d'avion. C'est le temps et le lieu. Mais il y a des facteurs qui s'accumulent, n'est-ce pas, et qui vont, des facteurs aggravants, et qui vous poussent vers l'accident. C'est pour ça que dans le jargon de la sécurité de vol, on dit qu'il n'y a pas d'accident accidentel. On connaît toutes les causes des accidents. C'est exactement quand vous avez une opération sur le terrain. Moi, je ne parle pas de l'armée camerounaise. Je parle des armées en général. Dans toutes les études polémologiques, c'est cela qui peut arriver. Pour que je sache, l'armée camerounaise est une armée qui est bien formée. Il peut arriver
qu'il y ait des problèmes. Moi, je n'ai jamais entendu l'armée camerounaise dire qu'il n'y avait pas eu un incident ici, ou alors qu'il y a eu un cas. Mais, et chaque fois que ce genre de choses arrive, eh bien, je pense qu'il y a de façon adéquate une réaction, des sanctions de tout genre pour ramener la discipline et pour que ce genre de choses n'arrive plus. Mais moi, je voudrais que cette surexposition médiatique qui se propose pour relever ce genre d'incident, n'est-ce pas, qui occupe, il me semble, peut-être les 2% de l'activité, même peut-être 1% de l'activité militaire, que pour les 99% de ces hommes, de ces anciens camarades d'armes que je connais très bien, qui se battent à l'extrême nord, au sud, à l'est, au niveau littoral, dans les zones, d'autres zones aujourd'hui, qui luttent jour et nuit pour maintenir l'intégrité nationale, eh bien, je voudrais bien que ces 99% soient relevés au même titre que ce petit pourcentage qui est un grain dans la soupe, mais qui mérite toute l'attention du commandement. Je crois que c'est ce que le commandement fait sans m'y intéresser outre mesure, parce que c'est plus mon travail maintenant. Colonel, vous qui êtes un officier supérieur, qui avez pratiquement fait 2-3 générations d'armée, vous êtes là depuis 1993. Non, 87. 87, voilà. Vous êtes allé à la retraite en 2019. Comment est-ce que vous jugez l'armée camerounaise aujourd'hui? Et c'est par rapport à la sous-région. Est-elle toujours cette référence qui formait des officiers pour les autres pays? A-t-elle évolué? Est-elle devenue plus professionnelle? Non, la juger, ce serait peut-être... Je peux donner un avis, parce que j'ai été militaire vraiment, je connais l'armée camerounaise. Dire aujourd'hui que je ne peux pas l'apprécier serait démagogique. Vous savez, la construction de l'armée camerounaise, elle vient en réalité d'une armée coloniale. Il y a eu cette phase post-coloniale où les armées africaines en général, lorsque vous les étudiez au niveau de leur histoire, ont connu des difficultés pour celles qui étaient des armées qui ont hérité justement des formes de l'armée coloniale. Parce qu'au niveau des armées populaires ou révolutionnaires, ça a tout à fait changé. Eh bien, ces armées ont certainement manqué de pouvoir recevoir cette mystique de la culture africaine qui était dénaturée, parce que c'était le colon qui avait formaté, n'est-ce pas, les armées en ce moment-là. L'armée camerounaise, c'est une armée qui a suivi ce processus, mais qui, quand même, au fil des temps, s'est donné les moyens de pouvoir être une armée moderne. Et ça, il faut bien le voir avec, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'armée camerounaise devienne moderne. Moi, je vais vous renvoyer, par exemple, en 1984, lors du triomphe de la promotion Vigilance. C'était le premier discours du chef de l'État pour une sortie d'élèves officiers, de triomphe des élèves officiers. Moi, je me suis amusé à étudier ces discours. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une idée maîtresse depuis 1984. Laquelle? C'était la réforme des armées. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, la réforme du système de sécurité en Afrique. Et les armées qui n'ont pas effectué effectivement cette réforme, aujourd'hui on maille à partie avec les nouveaux paradigmes de la menace. Alors, cette armée, lorsque vous regardez, vous observez ce discours, vous allez tomber progressivement vers la définition d'un modèle d'armée moderne. Et le point saillant, c'est en 2000, lors du quarantenaire de l'armée camerounaise en Ngaoundéré, où dans le discours du chef de l'État, il dit effectivement que l'heure est venue d'adopter les nouvelles stratégies parce que le monde a changé. Et la réforme vient l'année qui suit, la réforme de 2001.
Et c'est ça le point clé. Parce que les piliers de cette réforme, en réalité, proposent le rajeunissement, la professionnalisation et l'équipement des forces, c'est-à-dire une armée moderne. Et cela est calqué, il faut faire très attention à ce qui est dit ici. Il y a les piliers, il y a le concept. Le concept de défense, qui est un concept de défense populaire, mais il y a le concept qui unifie même, n'est-ce pas, ou alors qui matérialise l'effet final, n'est-ce pas, de ces forces de défense. Mais c'est un diptyque. Armée-nation. C'est-à-dire des forces qui sont au service des hommes, au service de la population, au service de la nation. Et qui, justement, vaquent à des missions régaliennes de défense. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est de voir une armée qui exécute des missions de sécurité. Ça n'est pas le cas au Cameroun. Les missions de l'armée camerounaise sont bien définies et sont inscrites de toutes les manières dans cette réforme. Cette réforme donc a proposé une armée nouvelle qui se base sur ce diptyque armée-nation, n'est-ce pas, et sur le plan opérationnel par un autre concept qui est extrêmement fort, c'est l'interarmisation. C'est-à-dire que les forces de défense agissent au niveau de toutes leurs composantes pour avoir un maximum d'effets lorsqu'elles réagissent dans l'exécution d'une mission. Et vous voyez, c'est donc tout cela qui aujourd'hui a fabriqué cette armée camerounaise et qui fait face à plusieurs menaces sur le territoire national et qui garde un caractère polymorphe. C'est-à-dire une armée qui est capable de combattre dans plusieurs, enfin, on va dire, vous savez que le Cameroun c'est une Afrique en miniature. Donc sous tous les climats, sous toutes les végétations, sous tous les reliefs, et avec les typologies de menaces les plus différentes. Grosso modo, vous estimez que l'armée camerounaise est toujours au premier plan, joue toujours le premier rôle? Elle, je pense qu'elle assume ses missions régaliennes avec bonheur. Et il n'y a qu'à voir les élongations qu'elle subit aujourd'hui. Elle est impliquée dans plusieurs... On l'a vu en Centrafrique, au Gabon. Voilà, elle est en Centrafrique. Là, ce sont des missions extérieures de maintien de la paix, en plus de ses occupations sur le territoire national. Donc je pense que c'est une armée qui... on devrait être fier de l'armée camerounaise. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui, plutôt que de parler de quelques actes insignifiants, qui ne sont là que pour édulcorer ce travail qui a été bien fait depuis 2001, qui restructure l'armée camerounaise et qui est une armée moderne. Mon colonel, pour toujours dans l'esprit de mieux vous découvrir, nous sommes allés à la rencontre des personnes qui vous éprouvent, vous fréquentent au quotidien, et ils nous ont parlé de vous. Suivons plutôt. Moi, c'est Mabo André Guy, ancien champion du Cameroun et champion d'Afrique. Chaque matin, je prends plaisir de venir comme tous les jeunes Camerounais du top national du Cameroun. On vient chaque matin pour jouer avec le colonel Badjek. Côté sport, c'est un monsieur qui ne lâche rien, il est toujours actif, présent et combatif sur le court. Vous-même vous en témoignez vu que vous avez assisté à notre match. En effet, vous voyez, nous sommes des joueurs nationaux. Monsieur Badjek, lui, vient pour la santé et pour son plaisir. Donc on n'a rien à prouver devant le colonel. Ouais. Donc on essaye de donner un niveau pour qu'il puisse bien jouer, prendre du plaisir et rentrer à la maison. Ce n'est pas une compétition, c'est juste un jeu amical et ça lui permet de transpirer et d'être en bonne santé comme on le souhaite chaque jour que le soleil se lève. Hormis du côté sport, Monsieur Badjek, de sa personne, c'est quelqu'un de humble, social et toujours ouvert. Il nous soutient toujours. Aujourd'hui, je peux pleurer parce que si aujourd'hui on a grandi, si on a eu des enfants, on a eu des familles, si on a aidé certaines personnes, il fait partie des gens
qui nous tendent la main et qui nous orientent vers le bon chemin de la vie. Tout ce que je souhaite au colonel Badiek, c'est longue vie et longévité et qu'il reste toujours positif comme l'a été depuis mes 11 ans que je le connais. Merci. Retour sur le plateau d'À vous la parole. Nous sommes toujours en compagnie du colonel Didier Badiek, que nous découvrons jour le jour. Toujours des aspects assez méconnus de vous, mon colonel. Très proche de ceux-là qui sont en difficulté. Ah, si je pouvais faire plus. C'est vraiment une... comment est-ce que je vais dire ça? Une obsession. Vous savez, avec un peu de partage, on peut rendre heureux. Je n'aimerais pas trop parler de ce volet parce que ça donne l'impression à l'auto-glorification. Mais si c'est pour appeler... nous avons des gens qui en parlent, on peut toujours partager. On peut toujours partager ce que Dieu vous a donné. Est-ce que vous le méritez réellement pour pouvoir le garder seulement à vous seul? Non, je ne pense pas. On peut rendre les gens heureux. Et il suffit de très petites choses pour rendre quelqu'un heureux. Je me souviens comme ça, dans mon village, en fin d'année, des petites poupées, des petites voitures qui ne coûtent rien. Eh bien, vous les offrez aux enfants. Ils vous regardent avec de grands yeux et j'en ai souvent des larmes. Ce qu'il y a, c'est que le partage va dans la formation chrétienne que nous avons tous reçue, c'est la charité. Être capable de partager ce que nous avons. Être capable d'inviter à sa table un domestique manger avec vous. Ce n'est que de la nourriture. Lorsque vous partez, que vous soyez officier supérieur, que vous soyez balayeur, vous êtes exactement au même niveau, c'est-à-dire en dessous de la terre à 2 mètres. Donc je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Ça participe de l'humilité. Moi, je suis existentialiste. Des existentialistes essayent de cultiver cette humilité-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut occuper la jeunesse. Ceux-là qui n'ont rien à faire, qui viennent taper dans une balle de tennis, ils vont exprimer leur rage en tapant plus fort. Ça va les occuper. Ils vont côtoyer des gens d'un certain milieu. Ils vont copier ici de bonnes attitudes. Ils pourront être utiles pour leur nation. Donc je pense que nous avons des actions citoyennes et qu'on n'a aucun mérite à partager ce que Dieu nous a donné. D'accord, mon colonel. Nous allons revenir à des aspects plus pratiques de votre métier. Alors, le Cameroun est interpellé sur différents fronts. Nous avons la guerre au nord avec Boko Haram et pas la guerre, les exactions qui sont commises par des sécessionnistes au niveau du nord-ouest, sud-ouest. Alors, mon colonel, parlant précisément de celle au nord, ne pensez-vous pas que cette guerre contre Boko Haram a trop duré? Non, parce que c'est une guerre de type asymétrique et que ce sont des guerres qui se diluent très lentement. Vous savez, le combattant asymétrique est très résilient. Il n'a pas besoin de logistique pour continuer à être. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait toujours rester dans une position d'alerte. La guerre n'est jamais finie contre le terrorisme. Dès que le terrorisme est rentré, il faut toujours être alerte, continuer à observer, continuer à avoir le renseignement, continuer à maintenir, c'est ce que l'armée camerounaise fait d'ailleurs. En réalité, la lutte contre Boko Haram, vous savez, l'international terroriste aujourd'hui a des attaches un peu partout dans le monde. Vous voyez ce qui se passe au Mali encore récemment. Il y a eu... Est-ce que cette guerre-là, vu la façon dont elle est menée, ne sert pas d'autres intérêts? Par exemple, ceux des politiques. Nous pouvons citer 2 ou 3 pays conjointement réunis pour juste Boko Haram qui est dans une région bien précise.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts à ce que cette guerre dure? Non, quels seraient les intérêts pour un pays démocratiquement constitué de mener une guerre qui grignote dans son PIB, qui fait des morts au niveau de ses soldats, qui fait des morts au niveau de ses populations? Non, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt particulier à maintenir la guerre. Vous avez 3 pays qui sont engagés au niveau de la ligne de front, même 4 pays, parce que le Niger également continue à subir des affres de ce terrorisme. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une menace qui fait suite aujourd'hui au fait que les guerres interétatiques sont pratiquement terminées et que les guerres asymétriques aujourd'hui ont vu le jour. C'est un modèle de guerre et c'est un rapport du faible au fort, de l'irrégulier aux structures conventionnelles, et qu'aujourd'hui il y a des motivations. Il y a des motivations, certainement, lorsque vous allez chercher sur le plan stratégique, on pourrait trouver certaines explications, peut-être à ne pas faire beaucoup d'efforts pour combattre un courant terroriste, parce que cela pourrait avoir un intérêt sur le plan géostratégique ou géopolitique. Mais toujours est-il que pour un pays normal, c'est une mission. On parle là du Cameroun, du Tchad, du Niger réunis contre Boko Haram, et l'idée n'arrive toujours pas à être achevée. Je vais vous parler de la France, du Tchad, du G5 Sahel, qui luttent également contre les terroristes au Mali et qui n'arrivent toujours pas à gagner cette guerre. Je vais vous parler des États-Unis qui n'arrivent toujours pas à gagner la guerre en Afghanistan. Je vais vous parler de la coalition qui n'a pas encore réussi à gagner totalement comme elle le voulait la guerre en Irak. La guerre contre le terrorisme est une guerre qui est résiliente. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Et puis nous faisons notre part de travail. La guerre a commencé en 2014 lorsque il n'était plus possible de faire autre chose que cela. Et le chef de l'État a pris ses responsabilités constitutionnelles. Il a déclaré cette guerre-là du perron de l'Élysée. Je pense que c'était le 17 mai 2014, suite aux multiples agressions que nous avons subies de Boko Haram. Au départ, c'était difficile. Le Cameroun était seul au front jusqu'en juin 2015. Mais après, on a pu se reconstituer et constituer ce qu'on appelle une sécurité collective avec la force multinationale mixte. Et chacun joue son rôle au sein de cette force multinationale mixte. Le Cameroun a la responsabilité d'un secteur militaire, le premier secteur militaire, qu'il tient d'ailleurs très très bien, et que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun centimètre carré du territoire camerounais qui a été cédé aux terroristes, et que nous leur avons toujours opposé une farouche réplique, et que nous avons également pu aider d'autres forces amies lorsqu'il s'agissait de mener des combats sur d'autres théâtres. Et que je pense que notre pays devrait être fier de cette armée qui a mené ses missions de manière exemplaire, de manière professionnelle. Excusez-moi de le rappeler, d'où il vient aujourd'hui que des petits incidents perçus de gauche à droite puissent ternir le professionnalisme de cette armée qui aujourd'hui est un exemple en Afrique. Et je dois également vous dire que la constitution, par exemple, de cette sécurité collective, la force multinationale mixte, est également un exemple dans le cadre de la sécurité collective en Afrique. Vous savez que aujourd'hui, l'architecture de paix et de sécurité en Afrique connaît quelques difficultés à pouvoir s'asseoir avec sa force opérationnelle qu'on appelle la force africaine en attente, et que le Cameroun a toujours joué son jeu, son rôle au sein de la communauté internationale militaire en proposant ses forces au niveau de la brigade d'Afrique centrale, en proposant ses forces dans le cadre d'une sécurité collective comme celle-là, la force multinationale mixte. Et donc, aujourd'hui, les pays de la ligne de front ne devraient pas
avoir honte des résultats qui sont obtenus. Boko Haram a perdu énormément de capacités. C'est vrai, de temps en temps, il y a quelques opérations qui sont faites. Eh bien, c'est ça le terrorisme. Il faudrait être capable de résoudre toutes... nous allons bien évidemment y revenir en seconde partie de cette émission. Nous allons passer à la régie pour l'instant pub sur cette édition d'À vous la parole. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles.
J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Retour sur le plateau d'À vous la parole ce soir. Je rappelle à ceux qui nous prennent à l'instant que nous recevons le colonel à la retraite Didier Badjek. Donc, colonel, À vous la parole, c'est une émission interactive. Nous allons faire honneur à ceux qui prennent la peine de nous écrire en restituant leurs propos. Alors, nous allons vers les messages de ce soir. Bonsoir Info TV, bonsoir colonel Badjek. Vous êtes pour moi un élément de fierté, un patriote. Je vous respecte. C'est Marie depuis Emana à Yaoundé. Second message. Bonsoir. S'il vous plaît, donnez mon numéro au colonel. Nous vous prions de vous présenter et de dire de quoi il est question. Vous n'avez pas donné votre nom, de quoi il s'agit. Ensuite, nous allons aller de l'autre côté. Bonsoir Info TV. Mon colonel, comment peut-on partir d'une formation une formation de salon et revenir à l'EMIA? Le message n'est pas signé. Prière de signer vos messages, colonel. Comment peut-on partir d'une formation? Oui, ça je vais répondre. De salon? Oui, je vais répondre tout simplement parce que je n'ai pas fait salon, mais que le concours de salon m'a permis d'aller à l'Institut Amaury de Lagrange. À l'Institut Amaury de Lagrange, je n'avais subi aucune formation d'officier. Donc il fallait que je rentre faire une formation à l'école militaire interarmes. Et c'était les dispositions d'une instruction ministérielle 759 qui a été appliquée. Donc on faisait la formation dans ces écoles, la formation scientifique, technique, et on rentrait faire l'école militaire interarmée qui devait normalement mettre 1 année, mais la mienne avait mis 3 ans. Et puis c'est même une occasion de dire aux jeunes qui veulent entrer dans l'armée de l'air aujourd'hui, comment est-ce que cela se passe. C'est par il y a des tests psychotechniques qui sont organisés. Il faut déjà les obtenir, être classé du niveau 1, c'est-à-dire du niveau pilote, personnel navigant. Par la suite, satisfaire aux aptitudes, aux tests d'aptitude médicale, et ensuite faire un concours pour entrer dans une école d'aviation, une école d'officier. Colonel, nous allons maintenant évoquer la thématique liée aux guerres non conventionnelles. Peut-être, j'espère ne pas me tromper, qui peuvent aussi être des guerres asymétriques. J'espère que vous nous direz de quoi il en retourne. Alors, comment ça se déroule? Comment ça se passe, une guerre non conventionnelle? Ben, une guerre non conventionnelle est une guerre où l'une des parties ne souscrit pas aux mécanismes, d'abord aux mécanismes polémologiques qui sont des mécanismes de tactique pure,
et également ne respectent pas les droits de la guerre et peuvent aller frapper des partis sans problème sur des points tels que la population pour pouvoir faire plier l'adversaire. C'est-à-dire que le gain de ces adversaires asymétriques ne sont pas des gains pour la victoire finale, mais ce sont des gains qui sont de nature à saper le moral, n'est-ce pas, des forces régulières. Donc on pourrait comparer ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest à une guerre asymétrique. Oh, déjà, est-ce qu'il faudrait savoir, est-ce que c'est une guerre en tant que telle? Ce sont des mouvements irrédentistes et il y a une réponse de sauvegarde des institutions. Moi, je pense que ce qu'il faut regarder maintenant, parce que nous sommes dans une phase de reconstruction de cette partie du Cameroun et qu'il y a beaucoup de reddition, c'est ce qu'il faudra encourager plutôt que d'exciter que les combats continuent dans cette partie de notre pays. Les forces régulières sont là pour continuer à garder les institutions. Colonel, est-ce que, avant de passer à la phase de construction, est-ce que vous êtes certain que l'armée du Cameroun a pris le dessus? Mais est-ce que les constructions, comme je vous dis, c'est des évolutions qui sont progressives, hein. On ne partira pas du jour au lendemain du mal au tout beau. Ça prend du temps. Vous avez évoqué tout à l'heure la guerre contre Boko Haram. Vous aurez la paix dans 10 ans, que ça ne va pas empêcher qu'une cellule dormante qui est restée dans une résilience nerveuse puisse faire éclater, je ne sais pas moi, une bombe ou bien sorte avec un couteau et réagisse devant de la population. Donc il faudrait toujours savoir que lorsqu'il y a ce genre de guerre, ou bien de ce genre de conflit, de ce type de paradigme, il faudrait savoir que, eh bien, la paix totale est progressive. Il faut être capable de poursuivre le processus avec courage. Donc, colonel, ici nous interrogeons les citoyens. Est-ce que vous pensez que les mesures prises par le gouvernement, le grand dialogue, entre autres, et le comité de désarmement et de réinsertion, sont des mesures suffisantes à pouvoir pacifier et désinstaller ces groupes dans cette région? C'est une question difficile, pas difficile pour répondre, mais difficile à partir du moment où je n'ai pas le droit de porter. Vous savez, tout ce qui concerne les positions politiques, les positions du gouvernement, je suis encore soumis au devoir de réserve. Mais ce que je dois dire dans un cadre d'expertise, c'est que les mesures qui ont été prises peuvent s'avérer adaptées et qu'elles doivent être poursuivies, et que si jamais on donne une seule chance à la paix, il faudrait être capable de la saisir. D'accord. Donc nous allons maintenant passer à une autre phase de notre émission de ce soir. C'est la phase qui concerne les visages. Nous allons vous présenter une galerie de personnages sur lesquels vous aurez à émettre un avis bref, succinct. Et nous vous donnons la possibilité, en fin d'exercice, de pouvoir conclure en argumentant un peu plus sur les deux derniers visages à vous proposer. Alors, si vous êtes prêts et que la régie est prête, nous allons commencer avec le tout premier visage de cette édition de Vous la parole. Votre avis, Claude Maka? C'est le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, qui est encore en fonction. Donc, en tant que militaire, j'ai vraiment pas d'avis à donner sur cette personne. Mais c'est un chef militaire qui a accompli ses missions tout à fait respectablement, avec loyauté et professionnalisme. C'est noté. Le prochain visage? C'est l'ancien ministre de la Défense qui a été mon chef. Je n'ai aucun avis à donner
en ce moment. J'ai travaillé sous ses ordres et que je pense que j'avais rendu avec satisfaction le travail qui m'était demandé. Prochain visage. C'est l'actuel ministre de la Défense. J'ai également travaillé sous ses ordres et je pense que lorsque je fus installé comme conseiller technique et que je partais de la communication, il a fait un message qui était assez émouvant sur ma personne, en remerciant tout le travail que j'avais fait pendant 8 ans, ce qui était un record, et que j'ai gardé une très bonne impression du travail sous ses ordres. Prochain visage. Ah, c'est général de brigade aérienne. Moi, j'ai pas eu de la chance de travailler longtemps avec lui parce que dès qu'il est arrivé, quelques mois après, j'ai été affecté à l'administration centrale. J'ai eu également 3 ou 4 vols à faire avec lui sur C-130, lui comme instructeur. Je garde aussi de très bons souvenirs, quelqu'un de très ouvert qui laisse à ses subordonnés la capacité de faire des propositions. Je pense que le petit moment que nous avons passé au niveau de l'état-major de l'armée de l'air, c'était agréable de travailler également avec lui. Prochain visage. Ah, vous avez cherché juste autour de moi. Mais là, lui, c'est d'abord le directeur de ma thèse. C'est un homme scientifique de très haut vol. En fait, je retiens de lui ses idées panafricanistes. Il n'est pas afro-pessimiste, il est très profond et très constructif dans ses sciences. C'est vraiment une élite de notre pays sur le plan académique. Et je vous dis également que c'est très agréable de travailler à ses côtés, sous sa direction. C'est des personnes sur lesquelles notre science aujourd'hui pourrait compter. Prochain visage. Ah, c'est vraiment des surprises, hein, mais c'est de bonnes surprises. C'est le colonel Kalkaba. J'ai beaucoup travaillé avec lui et j'ai eu beaucoup de plaisir effectivement de travailler avec lui parce que j'ai été un dirigeant sportif. J'ai été président des Forces armées et police volleyball pendant presque 17 ans. Donc une bonne partie il était directeur des activités sportives au ministère de la Défense. Nous avons gagné beaucoup de trophées. Je pense qu'il aimait bien le travail que je faisais parce que c'est lorsque je suis arrivé que les FAP volleyball ont commencé à gagner. Et je pense aussi que j'ai un record à ce niveau. Je suis en réalité le président des FAP le plus titré de toute l'histoire des FAP volleyball. Je dois avoir remporté avec mon équipe 13 championnats nationaux du Cameroun, je pense à peu près 7 coupes du Cameroun. Nous avons terminé 6e mondial militaire, nous avons terminé champion militaire d'Afrique, nous avons été 3 fois 3e au niveau du championnat national africain. On a fait le championnat de Rome, nous étions 9e. Et on a fait également les championnats du monde de volleyball où on a été éliminé de manière injuste contre le Brésil. Je me souviendrai toujours de ce match où les joueurs n'étaient plus maîtrisables. Tout le public s'était levé pour le Cameroun, mais malheureusement on était parti. Le colonel Kalkaba a fait beaucoup pour le sport militaire. Il faut vraiment le remercier, et même pour l'olympisme camerounais. Et je crois que c'est un bon dirigeant aujourd'hui pour le sport militaire, pour le sport africain. Aujourd'hui, c'est une valeur sur laquelle on peut compter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ce serait un plaisir de le revoir maintenant que nous sommes tous à la retraite. Merci. Le prochain visage. Ah, vous voulez vous obstiner à me montrer certaines personnes. Enfin, Maman, je n'aime pas trop son humour. C'est Maman de RFI.
Vous pouvez dire un mot sur ça? Non, oui, pourquoi? Parce que Maman tend un peu à faire la bonne place, n'est-ce pas, à ceux qui se moquent de nous. Cette caricature des Gondouanais qui se rapportent très subrepticement ou alors très habilement aux pays africains, je trouve que c'est de très mauvais aloi. Donc, autant il a beaucoup de talent, hein, c'est-à-dire que il est très prolixe, autant je trouve que ces thématiques ne sont pas saines. Bon, le monsieur qui est à côté, c'est une célébrité, ça il faut le reconnaître. C'est une célébrité sur le plan musical, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié pendant un moment, mais je n'apprécie pas beaucoup sa manière de tirer à boulet rouge sur le Cameroun. Il n'en a pas la compétence parce que il n'est pas camerounais, il est américain, et que je ne comprends pas quel acharnement il peut avoir particulièrement sur tous les Camerounais, sur quelqu'un qui représente les institutions. Il peut avoir des idées, mais au moins qu'il les charrie de manière polie et correcte. Pour essayer de vous relancer, nous tenons à préciser que le monsieur dont vous parlez, l'américain, il s'agit de l'artiste Richard Bona. Je l'avais reconnu. La presse a fait état de votre querelle sur les réseaux sociaux, justement au sujet de cette façon d'aborder le Cameroun, de voir... Je voudrais vous arrêter, monsieur Stéphane. Pour qu'il y ait querelle, il faudrait qu'il y ait des gens de même niveau. Je ne me querelle pas avec des gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Nous ne sommes vraiment pas du même niveau. De son piédestal de très grands musiciens, c'est certainement un professeur, mais sur le plan de l'éducation, je pense qu'on n'a pas de querelle à faire parce qu'on ne peut pas se comprendre, on n'a pas les mêmes valeurs. Le citoyen que vous êtes, comment ressentez-vous le fait que ce n'est pas le seul artiste ou compatriote de la diaspora qui ait pris ouvertement parti contre les institutions ou contre le fonctionnement interne de son pays? Comment appréciez-vous cet état de choses? Déjà, je n'ai pas apprécié ce genre de choses parce que nous sommes en démocratie. Il y a une liberté d'expression, il y a des gens qui pensent comme ils pensent. Moi, j'ai suivi ce que Charlotte... Vous estimez que tout est bon à dire lorsqu'on est de l'autre côté? Non, non, on n'a pas à censurer ce que les gens disent parce qu'il y a d'autres qui disent aussi des choses qui sont positives pour le Cameroun. Moi, je veux dire que, par exemple, Charlotte Dipanda, elle a eu un avis que moi, je ne partage pas, peut-être, mais elle a eu un avis, elle a dit poliment. Il faut respecter ce que les gens disent, c'est à nous d'offrir des ripostes aussi proportionnelles. D'accord? Il ne faudrait pas qu'on dorme. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent insulter notre pays et tout le monde est dans sa coquille, tranquille. Ça nous laisse de marbre. Moi, j'ai honte quand on parle du Cameroun n'importe comment. Et surtout en mal, et surtout quand c'est des mensonges. Et je dois vous dire que je passe toute ma vie à suivre RFI. Et je ne sais pas qu'est-ce qui motive ce tropisme malsain contre la bonne information du Cameroun. Je ne sais pas. J'ai beau retourner la question n'importe comment, j'ai fait des médiascopies, essayer de voir comment il parle du Mali, essayer de voir comment il parle d'autres pays. Mais chaque fois qu'il y a un élément, vous sentez qu'il y a deux poids, deux mesures? Deux poids, deux mesures, une certaine manière de gérer l'actualité. Je vous fais grâce de j'ai beaucoup d'éléments comme ça et je les note parce que j'ai un cabinet d'expertise. Dernièrement, c'était justement dans cette histoire avec Richard Bona, où on donne la parole à un artiste qui envoie des slogans de violence en pleine émission. Et nous sommes là à 8h moins le quart. Sans aucune tenue, sans aucune retenue. Et pour qu'après j'entende un cinéma où le directeur général de RFI a présenté ses excuses à qui. Je ne sais pas à quel jeu on joue. Chaque fois, et je vous dis, le Cameroun est le pays qui est prononcé à tous les coups. J'écoute pratiquement toutes les émissions. Moi, je sais pourquoi je les écoute. Les émissions de RFI. Même dans les émissions de variété. On donne la parole aux musiciens qui vont tirer à boulet rouge sur le Cameroun. C'est bien.
c'est leur droit. Hein. C'est pas un objectif. Non, c'est pas à Badjek Didier. Là, je parle de Badjek Didier. Oui, hein. oui. C'est pas à Badjek Didier de donner la ligne éditoriale de RFI. Mais c'est aussi à Badjek Didier de se révolter et de ne pas être d'accord de cette façon avec laquelle on baigne son pays. C'est mon droit de citoyen camerounais aujourd'hui. Qu'on ne m'empêche pas de dire que je ne suis pas content. Lorsque RFI le fait, j'ai une certaine aujourd'hui iconographie au Cameroun. Je suis désolé, quand vous m'avez invité, vous ne m'avez pas invité comme étant un vulgaire colonel à la retraite. J'ai un passé qui vous a certainement marqué. Aujourd'hui, j'ai une iconographie. Et justement, je pars de cette iconographie pour dire non. Il faut être poli avec notre pays. Le Cameroun, je dois vous dire ceci. Le Cameroun, c'est un pays de l'Afrique centrale qui est situé dans l'anse du golfe de Guinée et qui aujourd'hui est en réalité le verrou sécuritaire de tout l'interland de l'Afrique centrale, que ce soit le nord du Gabon, la Centrafrique et le sud du Tchad. Imaginez-vous un seul instant que ce pays soit dans un chaos. Je vais vous dire qu'il y aura une communication de l'arc chrysogène entre le Boko Haram et le El Shabab. Alors, au lieu d'apprécier ce qui est fait de façon courageuse, parce que ça nous coûte cher, ces guerres, non, on subit, et en plus, c'est le travail, en réalité, c'est le travail qui est mené par certains qui se disent camerounais. Non, moi, je ne le ferai pas comme ça. Ce que je voudrais vous dire, monsieur Stéphane, c'est que moi, si j'ai quelque chose à dire, nous sommes rentrés au Cameroun, vous pensez qu'on ne pouvait pas travailler en France? J'étais pilote professionnel avion avec une licence de l'aviation civile française. Je pouvais travailler en France. Je pouvais décider de ne pas rentrer. Je suis rentré dans mon pays parce que c'est ici qu'il faut être au charbon. Ce n'est pas rester là-bas et avoir des grands principes spirituels pour donner des orientations au Cameroun. Nous sommes au Cameroun et chacun apporte sa contribution pour que ce pays se développe. Justement, pour y revenir, du temps où vous présidiez à la communication de la défense du Cameroun, quels étaient vos rapports avec ces organes de presse? Je ne me laissais pas faire. Mes rapports étaient lesquels? C'était que plusieurs fois je les interpellais, soit par... en fait, c'est pas moi qui dirigeais la communication, c'est-à-dire que je la proposais, et puis ceux qui me dirigeaient, ceux qui me commandaient, me agréaient, n'est-ce pas, aux stratégies que je proposais. Mais toujours est-il que chaque fois que je faisais une médiascopie et que je trouvais qu'une information pouvait être de nature à détruire notre image, notamment l'image des forces de défense, eh bien je trouvais des moyens conséquents pour pouvoir ramener la vérité. Et ça donnait souvent l'objet à certaines révisions, un droit de réponse. C'est la meilleure manière de contredire certaines choses. Mais lorsqu'il y a une surexposition médiatique, comme cela se produit en ce moment, avec des gens qui, incidemment, s'occupent, je veux dire comme ça, s'occupent, entre parenthèses, de notre pays, avec beaucoup de sympathie, je dois dire, eh bien, je trouve que peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence. Là, il y a ces informations, il y a cette gestion de l'information, et vous savez, tout cela participe de l'influence. Lorsque un Gambien ou bien un Sénégalais écoute cette radio qui a quand même un écho international suffisamment important, eh bien, il faudrait faire attention parce que tout ce que ce média dira sera pris en considération, même au premier degré. Alors, il y a des choses qui montrent que c'est pas souvent des prises de position qui sont objectives. Mais je n'ai pas le droit de m'impliquer ou alors d'induire leur ligne éditoriale. Ils font ce qu'ils veulent. Mais lorsque je regarde quand même, je pense qu'il y a quand même des informations qui sont à charge contre le Cameroun et ça ne devrait pas pour le sacrifice quand même qui est fait depuis. Donc, colonel, nous allons conclure cette rubrique avec un exercice qui certainement vous est familier. Nous allons demander d'abord à la régie de nous proposer le dernier visage. Alors, c'est un appareil qui vous est familier.
En un mot, comment est-ce qu'on conduit un avion? Comment on conduit un avion? Comment on pilote un avion? Comment ça, c'est un C-130. Bon, écoutez, je vais essayer d'être le plus simple possible. Juste quelques mots. En quelques mots, ce sera difficile. On pilote un avion, eh bien, il y a des éléments qui permettent de diriger l'avion. L'avion va décoller, l'avion va se mettre en croisière et l'avion va atterrir. Eh bien, pour qu'il décolle, atterrisse, il faudrait qu'il ait une route. Il y a des routes qui existent, des routes aériennes, on les appelle des airways. Il y a l'ensemble de routes que l'on peut prendre comme ça pour joindre deux points qui se relient. Et qu'il y a un ensemble de paramètres. Il y a la gestion de l'appareil dans toutes ses phases de décollage, de montée, de palier, d'atterrissage. Il y a des éléments de moteur qu'il faudrait gérer. Il y a toute une gestion à l'intérieur de l'avion. Un officier supérieur, c'est différent de conduire un avion. De piloter, je voudrais piloter. Voilà. Tant pour moi, de piloter un avion militaire qu'un avion de ligne. C'est pas les mêmes principes de travail. Je dois déjà vous dire qu'un avion de ligne, cela peut se faire de manière beaucoup plus aisée parce que, premièrement, les vols sont réguliers sur les destinations régulières. Vous pouvez être capable de faire un Yaoundé-Garoua, Douala, n'est-ce pas, plusieurs fois dans le mois. Les missions militaires sont soudaines et que nous avons quand même une enveloppe opérationnelle qui est beaucoup plus restreinte. Nous pouvons voler avec plusieurs réserves, alors que des vols commerciaux, il faudrait être sûr que la sécurité des vols est... je ne veux pas dire que nous ne volons pas avec une sécurité de vol, mais je veux dire que nous pouvons pas prendre des risques. Ce serait pas c'est pas exact si jamais je le disais ainsi, mais je pense que le pilotage militaire, le pilotage opérationnel militaire comporte des phases qu'un pilote civil ne peut pas effectuer. Par exemple, la basse altitude, la très basse altitude, les missions d'attaque, les patrouilles, tout cela, c'est des missions qui sont spécifiques aux missions opérationnelles militaires. Donc, colonel, nous allons repartir sur nos différentes plateformes avec les messages très nombreux qui ne cessent de nous parvenir de par le monde. Nous allons prendre celui-ci. Bonsoir, mon colonel. Je m'appelle Monsieur Elo Passy. Je voudrais savoir si l'audace, l'intelligence et le professionnalisme de notre armée ne rendent-ils pas jaloux la communauté internationale qui a envisagé le chaos au pays. Je vais prendre l'autre, vous allez répondre après. Je suis très admiratif du colonel Badjek. Il incarne le militaire modèle, super intelligent et pétri d'expérience. Ce serait un personnel à promouvoir, même si ce n'est pas dans le domaine de l'armée. Il pourrait bien manager une grande société d'État ou un département ministériel. C'est Wilson qui nous écrit. Bonsoir mon colonel. Il y a un temps qu'on n'a pas... Bonsoir mon colonel. Est-ce qu'il y a un recrutement dans le BIR? C'est sa première question. Ensuite il revient. Il y a un temps qu'on n'a pas recruté. Bref, c'est un message où on ne comprend pas. La première question est lisible. Est-ce qu'il y a un recrutement dans le BIR? Je pense qu'il faut lui rapidement, parce que c'est quand même des besoins que les téléspectateurs ont. Il faudrait qu'ils se rapprochent. Il y a toujours des communiqués qui sont faits par la division de la communication. Il faut qu'ils suivent l'émission Honneur et Fidélité samedi. Tous les communiqués utiles sont lus à cette occasion, je pense, par le chef de division de la communication. Donc je leur donne le conseil de suivre régulièrement cette émission, et chaque fois qu'il y aura un recrutement, tous les samedis à 14h, et chaque fois qu'il y aura un recrutement utile, soit dans les BIR, soit dans les autres forces conventionnelles, eh bien ce sera dessus. Nous poursuivons, mon colonel. Bonsoir, mon colonel. Merci pour les services rendus à la nation. C'est Luc Beyala à Edea qui nous écrit. Alors, mon colonel, nous allons toujours avancer dans cette édition d'À vous la parole en questionnant aujourd'hui les guerres, celles qui sont liées à la cybernétique. Colonel, est-ce que le Cameroun est prêt à les moyens d'une guerre cybernétique? Il faudrait jamais se sous-estimer
il ne faudrait jamais sous-estimer nos moyens. Il faudrait jamais... Vous savez, le concept de défense populaire, vous savez de quoi il retourne. Il retourne que un peuple uni est invincible. C'est la grande philosophie du concept de la défense populaire. Un peuple uni est invincible. La guerre cybernétique n'est pas seulement celle des logiciels, des attaques cybernétiques et autres. C'est déjà la capacité que le Camerounais a à pouvoir protéger ses intérêts dans cet espace digital. D'où il vient aujourd'hui que n'importe quel énergumène se permet d'insulter le Cameroun. Mais d'où il vient aujourd'hui qu'on se permette de faire passer des images qui sont complètement fausses. Alors qu'il y a des gestionnaires même de ces images-là qui peuvent apporter leur contribution pour démontrer le fake news. La guerre cybernétique, c'est tout cela. Avant que d'être une guerre technologique, elle est aussi la guerre du consommateur. Pourquoi on a l'impression que ces ennemis de la République là ont toujours une longueur d'avance par rapport à nos institutions? Mais c'est tout à fait facile à comprendre parce qu'ils sont dans un registre asymétrique. Même là, il y a une guerre asymétrique. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un journaliste modèle. Vous voyez utiliser les mêmes moyens que les petits... Vous savez ce qu'on a dit des médias sociaux. Les médias sociaux ont donné la possibilité à tous les imbéciles qui sortent des bars de pouvoir s'exprimer au même titre que les Nobel. Vous ne pouvez pas, vous avez une déontologie à respecter, une éthique à respecter, un savoir-vivre. Mais le petit voyou qui est dans les réseaux sociaux, à pouvoir vous insulter, moi je me suis fait insulter par quelqu'un, je tais son nom aujourd'hui, qui est allé même dans une représentation pornographique. Voici les grandes personnes que vous avez, qui font aujourd'hui, qui prétendent être des célébrités mondiales. Voilà jusqu'où on tombe. Moi, quand j'ai vu ce genre de choses, j'ai arrêté tout de suite. Je me suis dit que j'avais affaire au marécage. Moi, je ne me mets pas dans les marécages. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ils ont une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent frapper de toutes les manières, partout et comme ils veulent. Mais vous, avant de parler, vous devez vérifier votre information. Vous devez la construire. Vous devez polir votre sémantique. Vous devez faire votre travail de journaliste. Ça prend du temps. Eux, tout ce qu'ils ont dans les propos, ils les lancent comme ça de manière... Est-ce qu'il ne serait donc pas temps pour nos gouvernants de s'adapter à ces nouveaux ennemis en créant peut-être des cabinets de veille, des structures de veille? Il faudrait un cabinet de veille. Déjà, un cabinet de veille, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ce monitoring vous permet... Comment est-ce que moi je me rends compte qu'il y a des fois une surexposition médiatique, par exemple, sur le Cameroun? C'est parce que j'écoute certains médias dont je sais qu'ils ne sont pas souvent favorables à l'image du Cameroun. Et j'essaye de voir ce qui constitue en réalité les fondements des messages qu'ils portent. Voyez-vous, il faut une veille, mais il faudrait une stratégie globale de communication. C'est comme ça que cela se passe. Parce que dans cette communication, justement, c'est un choc du centre de gravité. Chacun doit avoir son vis-à-vis. Dans les réseaux sociaux, il doit avoir le combat de ce niveau-là. Il doit avoir le combat de ceux qui se disent les élites intellectuelles. Il doit avoir le combat des élites scientifiques. Il doit avoir le combat de nos structures. Des structures de think tank, des structures de prospective qui essayent de percer l'élément géopolitique, géostratégique pour savoir en réalité quel est l'effet final recherché. Parce que dans tout ce que vous voyez dans une communication qui vous paraît peut-être vaseuse de prime abord, mais que dans le fond elle est construite parce qu'elle agit pour des visées importantes. Vous avez vu à un moment tout ce qu'on a fait contre l'armée camerounaise, c'était pourquoi? Parce qu'on sait que le diptyque armée-nation est un diptyque qui cristallise la victoire du Cameroun. Donc, l'armée camerounaise étant une armée républicaine,
n'est-ce pas? Tant que cette armée restera républicaine, eh bien, la déstabilisation sera difficile. Donc, il faut essayer de désassembler le diptyque armée-nation. Et c'est ainsi donc qu'on prend des éléments qui font 1% de l'activité peut-être négative d'une force pour édulcorer les 99% des choses qui sont positives. Donc, colonel, est-ce que l'absence de ces cellules de veille, là, notamment sur un ministère qui est particulièrement visé ici, je parle du ministère de la Défense, est-ce que l'absence de ces cellules de veille là n'est pas une faiblesse? Non, non, je pense que c'est péremptoire ce que vous dites. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont absents? Vous savez qu'on ne peut pas dire une cellule de veille, c'est une cellule qui est mise à la disposition du manager. Nous ne parlons pas ici des renseignements généraux. Ne parlons pas. Des structures proprement, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, il est arrivé à maintes reprises que le ministère de la Défense soit attaqué et que ce soit plus tard que celui-ci veuille bien réagir alors que le fake news s'est propagé et qu'il s'est répandu en vérité. Est-ce que c'est pas une Permettez-moi de ne pas répondre pour une fois à quelque chose. J'ai été chef de division de la communication. Ce serait inélégant de ma part d'aborder ce sujet parce que je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'un temps soit peu, j'ai la moindre réminiscence de vouloir dire ce que je pense que c'est un officier supérieur qui est là-bas, qui se débrouille, qui se bat bien et que aujourd'hui, ne pensez pas que les gens restent inactifs par rapport aux attaques. Mais je ne pense pas aussi que l'institution a à suivre toutes les batailles. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que vous voyez, c'est justement ce qu'il y a de difficile dans cette guerre asymétrique. Vous n'allez pas les suivre partout. L'institution ne peut pas suivre, c'est pas ce qu'on demande à l'institution de faire. L'institution ne peut pas suivre les ragots partout. Peut-être faire un tri en fonction de l'importance. Non, il y a d'autres moyens, je ne vais pas vous les dire et les donner ici. Moi, je les garde pour l'expertise que je peux apporter à la structure qui voudra bien me donner un marché sur la question. C'est aussi pour ça, à cela qu'on sert. C'est-à-dire que l'institution ne peut pas faire tout. Nous sommes un cabinet, par exemple, un cabinet d'expertise. On allait y revenir, mon colonel. Permettez que je vous pose la question sur votre nouvelle vie. Qu'est-ce que vous devenez après d'avoir servi sous le drapeau? Ce que je deviens... Vous êtes présenté comme directeur d'un cabinet... Oui, j'ai un cabinet de prospective. Cameroun, écoutez, je fais l'évaluation stratégique, je fais de la prospective, je fais la communication stratégique, je fais de la communication opérationnelle, c'est-à-dire que face à ce genre d'agression, je peux être requis et agir avec des moyens autorisés pour pouvoir combattre justement la délation. Donc c'est une offre comme ça que je donne, surtout que j'ai une expérience dans la matière. Non, c'est pas à l'institution de faire ce travail. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse accorder aux experts de travailler dans leur domaine de compétences. Le manager ne peut pas être en même temps manager, en même temps communicant, en même temps journaliste, en même temps économiste, en même temps. Il faudrait être un peu modeste. Il faut nous laisser cette branche-là. Nous savons faire de l'influence. Vous avez un cabinet qui est capable de pouvoir faire votre veille stratégique, faire les analyses, vous donner des conseils et vous aider à la décision. Et être capable de trouver des moyens nécessaires pour vous gérer dans votre communication même institutionnelle. Cette communication institutionnelle, vous pouvez avoir tous les services de la communication que vous voulez, mais elle ne peut pas avoir vocation de travailler dans une évaluation stratégique. Et vous n'êtes là que pour aider, pour donner des moyens. Il faut réfléchir. C'est pour ça que je vous ai émis une hypothèse selon laquelle le manager pouvait choisir de faire sa communication lui-même, parce qu'il peut évaluer la stratégie comme il entend. Donc c'est un métier aujourd'hui, il faut faire attention. Les prospectivistes sont des analystes qui sont les plus importants aujourd'hui dans les sociétés modernes et qui aident à la décision et qui aident également à surveiller l'environnement, même au niveau de la défense. Vous accusez la défense, je dis que vous connaissez pas très bien la défense, parce que en réalité la composante environnementale, même en tactique,
est un élément extrêmement important pour les forces de défense aujourd'hui. Lorsque les forces de défense communiquent, elles ont en l'idée 3 enjeux principaux. Les enjeux d'image, les enjeux d'adhésion, les enjeux d'image. Pourquoi? Parce que montrer ce que l'armée est, montrer que l'armée travaille pour la nation. Les enjeux d'adhésion, montrer que dans le concept de défense populaire, l'armée a besoin de vous pour le renseignement, pour pouvoir lutter contre un ennemi qui viendrait de l'extérieur. Et enfin, les enjeux d'influence, c'est ce qu'on appelle la dissuasion. Montrer, donner des signes à l'ennemi qu'il viendrait se heurter à une défense farouche où il tirerait peut-être plus de conséquences que de bénéfices de son agression. Et ça, ce sont les enjeux d'influence. Donc l'armée joue bien ce rôle-là aujourd'hui. Bon, nous, en tant que structure prospectiviste, nous pouvons voir, par exemple, ces éléments d'un département. Pour lancer, mon colonel, vous souhaiteriez certainement être plus consulté par ces structures? Je ne souhaite rien du tout. J'ai des compétences. Ceux qui veulent bien solliciter ces compétences aujourd'hui dans le cadre d'un travail, j'ai des documents qui sont à jour, d'un travail qui est fait de façon scientifique, avec de l'expertise et avec de l'expertise pertinente. Et on ne travaille jamais seul dans ce genre de travail. Nous avons un réseau, j'ai des réseaux qui associent des grands professeurs de ce pays que je consulte, que nous consultons, qui peuvent m'appeler. Nous pouvons faire des études très profondes, partant des statistiques, partant des mesures au niveau de l'environnement. Et par la suite, donc, on vous donne quelque chose. Mais malheureusement, vous savez, le prospectiviste ne va pas toujours dire au manager ce qui lui plaît. Je ne vais jamais dire au manager qu'il est beau et que sa structure marche bien. Non, je vais aller chercher ce qui ne va pas dans sa structure. Mais cela restera dans le cadre de notre rapport et que je lui remettrai. Et maintenant, je vais lui faire une série de propositions. Et dans ces propositions, parce qu'il est manager, il aura l'intelligence de la solution. Merci, colonel Badjek. Nous acheminons tout doucement vers la fin, hélas, de cette émission, hélas, comme vous dites. Alors, mon colonel, le dernier mot peut-être à cette jeunesse-là qui rêve du métier des armes. Ah, le métier des armes. Vous me collez toujours ce métier derrière. J'y suis parti, ça a été un moment exaltant de ma vie. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a une discipline lorsque vous êtes sous le drapeau. Vous voyez, je suis resté loyal, je suis resté un grand patriote. Eh bien, c'est parce que je l'ai appris dans l'armée. Je pense que j'avais un zeste de patriotisme avant que je rentre. Mais ce que j'ai vu, la qualité, la force que représente mon pays, ses emblèmes, ses institutions et la personne qui les incarne, je dis que j'encourage la jeunesse aujourd'hui à prendre comme exemple la jeunesse militaire, des hommes qui se sacrifient pour la patrie. C'est le seul métier au monde qui, lorsque l'on s'engage, on est d'accord de pouvoir donner sa vie pour la patrie. Il n'y a aucun autre métier. J'ai été pilote. Vous pilotez l'avion, vous savez que vous le décollez et vous le faites réatterrir. Si jamais vous avez un pourcentage, fût-il infime, où vous avez une présomption d'accident, vous ne décollez pas l'avion. Si vous avez 10% de probabilité de crash, vous n'amenez pas votre avion en l'air. Vous avez bien compris. Mais lorsque le militaire va au front, il sait qu'il peut ne plus revenir. Et le sang que les militaires camerounais ont versé pour l'intégrité territoriale de ce pays, je voudrais, en tant qu'ancien militaire et patriote, demander aux Camerounais d'avoir du respect pour notre armée. Le jour où vous aurez le bonheur d'aller visiter les troupes au front, et je dois vous dire que je l'ai fait plusieurs fois, vous verrez ce que c'est que le militaire camerounais. Des soldats qui sont dans leur abri, contre vents et marées, contre le soleil, la pluie, et qui sont là pour protéger la République. Eh bien, il serait vivement souhaitable que la population lui soit reconnaissante. Je le dis en tant qu'ancien militaire. Merci, colonel Badjek, Didier, d'avoir accepté l'invitation d'Info TV.
À nous revoir très bientôt sur nos plateaux. Eh bien, c'est moi qui vous dis merci. Nous avons évoqué plusieurs problèmes. Nous avons parcouru certains problèmes qui étaient très épineux. Je dois vous dire que dans ma position d'officier encore à la réserve mobilisable, je ne peux pas m'exprimer sur des problèmes politiques. Nous l'avons compris. Voilà. Mais je reste tout à fait éligible sur des questions scientifiques, sur des questions qui concernent la prospective et qui concernent mon cabinet, qu'à tout moment, votre agence média peut me consulter, hein, pour que je lui fasse également du monitoring. Ça peut également se faire. On travaille avec les médias aussi. Et ça a été un plaisir d'être avec vous. Les sujets étaient absolument pertinents, bien que certains aient été difficiles. Pas que je ne pouvais pas répondre, mais le devoir de réserve m'a obligé de m'abstenir. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, cette édition d'À vous la parole rentre en gare. Mais avant de nous séparer, méditons ensemble sur ces paroles d'Antoine Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Bonsoir.